Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Singulier. Aujourd'hui, on a le plaisir et j'ai même l'honneur d'accueillir donc Serge Marquis. Serge, tu es médecin québécois, auteur et conférencier. Et puis, je vais te laisser la parole, en fait, peut-être pour te présenter aussi un peu plus en détail. Bonjour Florian et merci de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec toi ce matin. Oui, j'ai étudié la médecine, pratiqué la médecine et très tôt, je me suis intéressé à la santé psychologique dans l'espace de travail et à évidemment la détresse psychologique, donc la souffrance dans l'espace de travail et comment elle apparaissait, d'où elle émergeait, comment l'apaiser. En amont, bien sûr, en travaillant dans le domaine de la prévention et en la soignant, parce que pendant 30 ans, j'ai soigné des personnes qui ne fonctionnaient plus dans l'espace de travail. Et c'est très important que je souligne le fait que je me suis intéressé à la souffrance en amont, avant qu'elle apparaisse. Parce que quand on s'interroge sur les raisons qui font qu'elle apparaît, on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à l'identité. Parce que les gens qui arrivent dans mon bureau me disent en arrivant, je ne sais plus qui je suis. Et on s'intéresse aussi à la question du sens, parce que ces personnes-là disent, je ne sais plus où je m'en vais. Alors, quand on s'intéresse à l'identité et au sens, ben, on s'intéresse à ce que nous sommes vraiment les êtres humains et à ce qui nous empêche de l'être. Et c'est, je crois, ce dont on va parler ce matin, ce qu'on va approfondir. Complètement, c'est exactement ça. Et justement, donc, tu as écrit plusieurs livres hein, à ce sujet. Pour en citer quelques-uns, Bienvenue parmi les humains, Le pensuaire, le hamster, le petit traité de décroissance personnelle. On est foutu, on pense trop, qui a été d'ailleurs un des best-sellers ici au Québec, Egoman, ou encore ton dernier ouvrage qui est Jeu. Donc, on va revenir de toute façon un petit peu sur certains ouvrages au travers de certaines choses que j'ai notées moi de mon côté. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'avoir et j'ai vraiment envie qu'on puisse jaser autour du thème justement bah voilà, de se connaître mieux, de répondre à la question du fameux qui suis-je, qui est une question si simple et en même temps tellement compliquée à y répondre. Et au final, bah, comment se révéler? Parce que derrière, qui suis-je, c'est se révéler au niveau de sa vraie nature, de sa vraie personne, sans finalement, bah, sans ego, sans choses sur lesquelles on s'attache. Alors justement, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, Serge, on parle tous d'ego, mais est-ce que tu pourrais nous redéfinir justement pour toi, c'est quoi l'ego? Qu'est-ce qu'on y met en fait derrière ce terme? J'ai tellement cherché à définir ce terme-là. Je suis allé sur Internet, j'ai lu des tas de bouquins, etc. Il y a une multitude de tentatives de définition de l'ego. J'ai essayé de rendre ça le plus simple possible. Je me sers de deux auteurs. Il y en a un qui s'appelle Carl Jung, ce grand penseur de la psychanalyse, un des grands penseurs de la psychanalyse, et Krishnamurti, grand philosophe indien. Carl Jung dit qu'à l'intérieur de notre tête, il y a un processus neurologique. Il appelle le processus d'identification. C'est-à-dire que le cerveau fabrique des identités. Et Krishnamurti dit la même chose. Et je ne suis pas sûr qu'il connaissait les travaux de Jung, là, mais Krishnamurti a dit le cerveau semble avoir une tendance naturelle à fabriquer des identités. Alors, et c'est de là dont on doit partir pour comprendre ce qu'est l'ego. L'ego, c'est le résultat de ce processus-là. Je me suis permis dans le dernier livre d'appeler ça des jeux pour faciliter la chose. Le cerveau est donc une usine à jeux. Il fabrique à partir d'un moment très, 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 très tôt dans notre vie, là, il commence à fabriquer des jeux, c'est-à-dire des choses auxquelles on s'identifie, c'est très important de le dire comme ça, et auxquelles on s'attache, deux. Parce qu'à partir du moment où on a fabriqué un jeu, le cerveau se met à vouloir le défendre et se met en mode surveillance de ce qui pourrait menacer ce jeu. Alors, dans un bouquin, j'ai comparé l'ego, donc le résultat de ce processus, à un oignon, c'est-à-dire une accumulation de pelures identitaires. Et je vais en nommer quelques-unes. La première pelure identitaire, c'est probablement issu d'ailleurs d'un processus très, 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 très ancien là, qui était associé au fait qu'on avait besoin d'un territoire, de posséder un territoire. Donc, la première pelure identitaire, c'est on s'identifie à ce que l'on possède. On s'identifie à des objets, on s'identifie à un vêtement qu'on porte, on s'identifie à un stylo, à un bijou. D'ailleurs, je raconte toujours cette anecdote-là parce qu'elle illustre très bien comment l'ego se construit.
toute la vie, en passant, ce n'est pas seulement dans notre enfance, ça se construit toute la vie. Je suis sûr, moi, que ça continue, les pelures identitaires à se construire jusqu'à la fin. On a des pelures identitaires vieillissement, on a des pelures identitaires mourant, enfin. Mais l'exemple que je voulais donner, on est dans une boutique, devant la glace, on veut acheter un vêtement, on laissait une veste, peu importe, et la personne qui veut nous vendre le vêtement active le processus d'identification avec une phrase probablement inconsciente. Elle dit « Mais c'est tout à fait vous, ça. » Cette phrase est tellement extraordinaire parce que le cerveau immédiatement fait « Vous trouvez? » Et là, la personne ajoute « Oui, c'est dans votre palette de couleurs, c'est dans votre style. » Et là, encore là, le cerveau fait « Ah, vous trouvez vraiment? » Et là, elle finit par enfoncer le clou en disant « On n'en a qu'un à votre taille ou une à votre taille. Un veston, une veste, peu importe. » Et là, le cerveau fait « S'il n'y en a qu'un à ma taille, il va me rendre unique. Il va me distinguer. Il va me différencier de toutes les autres personnes parce que je vais être le seul ou la seule à porter ce vêtement. » Donc, ce vêtement devient une pelure identitaire à laquelle on s'associe et on s'attache. Et on arrive à la maison, et c'est là qu'arrive le problème, parce qu'il y a un problème, bien sûr. Et les personnes qu'on aime le plus au monde nous regardent et nous disent « Mais t'es-tu regardé? Combien ça t'a coûté? Qu'est-ce qui t'a pris? » Etc. Et ces commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement. Puisqu'on s'est identifié au vêtement, ils sont perçus comme des commentaires à propos de ce que nous sommes. Et ça, c'est terrible parce que le cerveau, à ce moment-là, réagit en mode survie. Il défend la pelure identitaire comme s'il en allait de notre survie. Il se met donc en mode lutte ou en mode fuite, comme si on était devant un prédateur. Et s'il se met en mode lutte, il va attaquer les autres à travers des jugements, parce qu'il a entendu des jugements, il va en les mettre lui aussi, bande d'ignards, bande d'incompétents, vous ne connaissez rien à la mode. Alors, et là, commence un conflit, là. Oui. À partir... Et j'aime ce que tu dis parce que tu sais, là, on parle par exemple par rapport à un objet matériel, mais du coup, on va l'avoir également par exemple sur ses opinions, ses idées. On va avoir des fois un attachement à ses pensées, ses idées. Oui, parce que ça, c'est une autre pelure identitaire. Les opinions, les idées, les croyances, c'est correct d'avoir des opinions et des idées et des croyances, c'est correct. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans l'identification à l'opinion, dans le fait que l'opinion devient un je, une pelure identitaire. Parce qu'à partir du moment où elle devient un je, que le cerveau, lui, se met encore une fois là, à être en état d'alerte devant tout ce qui pourrait menacer l'existence de ce je, donc de cette opinion ou de cette idée, et se met en mode attaque. C'est carrément comme si on était sur un champ de bataille à un moment donné. Donc, on va vouloir défendre notre opinion en boxant verbalement l'autre. Et arrive un moment donné où on oublie même l'opinion. C'est ça qui est extraordinaire. Dans un conflit, là, autour d'une table, d'un bon repas, on se met à parler de politique. Et là, tout à coup, les opinions politiques commencent à apparaître. Évidemment, il peut y avoir opposition, parce qu'on va essayer de convaincre l'autre que notre idée est meilleure, que notre opinion est meilleure que la sienne. Mais à partir du moment où ça devient une identité, à partir du moment où on y est attaché et qu'on la défend comme si notre survie en dépendait, eh bien là, c'est les canons qui sortent, là. C'est les bombes là, qui sortent, les bombes verbales. On est prêt à attaquer l'autre. Et c'est incroyable parce que ça se fait tellement rapidement, là. C'est instantané. C'est ça qui est fascinant. C'est pour ça qu'il faut développer une vigilance, et en s'entraînant, on peut faire ça, qui nous permet d'observer, parce que le cœur, la clé pour apaiser l'agitation des jeux, j'appelle ça comme ça, là, dans le dernier livre, j'utilise cette expression-là parce que je me dis, c'est vraiment ce qui se passe, c'est l'agitation des jeux. Pour l'apaiser, il faut développer une vigilance. Permettre à l'intelligence d'entrer en scène
pour observer l'agitation des jeux et nous permettre de nous rendre compte que nous ne sommes pas ces pelures identitaires. J'ai une opinion, mais je ne suis pas une opinion. J'ai une idée, mais je ne suis pas une idée. C'est extraordinaire parce qu'il suffit, pour bien observer ce processus, parce que se connaître soi-même, là, la fameuse phrase de Socrate, là, à mon humble avis, c'est d'abord et avant tout d'observer ce processus. Se connaître, c'est d'observer comment son cerveau fabrique des identités, comment il se met en mode surveillance, de protection de ses identités, défense de ses identités, et comment la peur apparaît, que disparaissent ces identités. Et c'est un mot très important parce qu'on peut être habité par la peur, une peur réelle, biologique, physiologique, chaque jour, pendant toute notre vie, à défendre ce que nous ne sommes pas réellement. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, ça se fait tellement vite. Je donne aussi souvent cet exemple-là. On ouvre la télé, il y a un match de tennis, il y a deux joueurs qu'on ne connaît pas. Ça fait 30 secondes que c'est commencé. Déjà, le cerveau fabrique une pelure identitaire en s'identifiant à un des deux joueurs. Pour des raisons qu'on ignore, son allure physique, son comportement, sa manière de bouger, peu importe, paf, fabrique un jeu. Il gagne, on se sent bien. Il perd, on se sent mal. 15 secondes, 30 secondes avant, on ne le connaissait pas. Il faut connaître ce mécanisme-là, il faut observer ce mécanisme-là parce qu'il est à la base de tellement de tensions, tellement de souffrances, tellement de conflits inutiles. Dans les stades de sport, c'est extraordinaire de voir puis même ici au Québec, il y a le hockey, il y a des parents qui amènent leurs enfants jouer au hockey. 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils sont prêts à battre le coach. Ils sont prêts à battre l'arbitre de 15 ans parce qu'il a donné une punition à leur petit bout de chou de 10 ans. Mais quel est ce mécanisme? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps pour qu'ils lancent des injures à un petit bonhomme de 14 ans qui bénévolement a accepté d'arbitrer une partie de petit bout de chou de 10 ans? Hey, c'est supposé être un adulte. T'sais. La connaissance de soi, là, c'est ça. Observe ton cerveau, observe ce qu'il est en train de faire, apaise ça, permet à ses enfants de s'amuser, remercie ce petit bonhomme de 14 ans de donner son samedi pour permettre à des enfants de s'amuser. Puis finalement, tu parles, parce que tu parles beaucoup de cette notion aussi de mental ego versus mental conscience. Ouais. Est-ce que justement, c'est là aussi quand on est dans le mental ego versus le mental conscience d'une certaine manière? Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est cette danse qui est possible. J'appelle ça la danse de l'attention. Est-ce que l'attention est accaparée par le mental ego ou est-ce qu'elle est dans le mental conscience, c'est-à-dire dans la dimension présence? Tout simplement, l'attention est là, à observer le match de hockey, à observer les efforts que les enfants font. Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils ont du plaisir? Est-ce que les erreurs, comment ils composent avec les erreurs? Est-ce qu'ils peuvent apprendre? Comment peut-on les aider à apprendre? C'est ça la présence. Et l'attention, quand elle est dans la présence, elle nous permet de devenir quelqu'un qui va être au service du développement de ces enfants-là dans un contexte comme celui-là, au service du plaisir qu'ils vont avoir à jouer, plutôt que d'être dans son ego, à vouloir à tout prix que l'équipe gagne pour avoir l'impression d'être le meilleur, d'être exceptionnel, d'être extraordinaire. Et pourquoi il y a ce besoin-là dans le cerveau? Parce que quand on était soi-même enfant, le cerveau a probablement fait une association erronée. Il a probablement associé le fait d'être perçu comme exceptionnel. On avait fait une pirouette, on avait fait un dessin quelconque, on avait prononcé une petite phrase drôle à 4 ans, 5 ans. Et on nous a dit « Wow, t'es extraordinaire, à 4 ans, t'as réussi à faire ça. »
on a probablement associé le compliment qu'on avait reçu à l'attention qu'on avait reçue. C'est-à-dire que parce qu'on avait fait une pirouette exceptionnelle, parce qu'on avait fait un dessin qui avait été jugé magnifique, on a reçu de l'attention et on a à ce moment-là imaginé que pour continuer de recevoir de l'attention, il faudrait toujours faire quelque chose d'exceptionnel. Il faudrait toujours être extraordinaire. Et quand on est enfant, recevoir de l'attention, bien sûr, c'est associé par le cerveau à la survie. Si je reçois de l'attention, je vais être nourri. Si je reçois de l'attention, je vais être protégé. Je vais être embrassé, bercé. On va changer ma couche, etc., etc. Donc, je dois recevoir de l'attention pour survivre, mais pour recevoir de l'attention, je dois être exceptionnel. Ouais. Puis Extraordinaire. ça va même au-delà. Enfin, quand tu dis ça, moi j'ai le sentiment aussi que en fait, ça va même jusqu'à on a besoin d'attention pour en plus avoir aussi de l'amour qui est un besoin comme essentiel. Et c'est comme s'il y avait des mécanismes qui se mettaient en place pour finalement aller chercher l'amour dont on aurait besoin soi-même au travers des autres finalement aussi. Ah, tout à fait, c'est exactement ça. Cette quête d'attention est associée bien sûr à la quête d'amour qui, très tôt dans la vie, est associée au confort et à la survie, les deux éléments. Le bien-être, tu sais, nous, on est bercé, on est câliné, ça nous rend confortable. Parce que notre cerveau ne fait pas que s'occuper de notre survie. Il s'occupe bien sûr de notre confort. Euh, et le confort est associé à tout ce qui nous rend bien, tout ce qui nous apporte du plaisir. Euh, c'est pas juste être nourri, c'est être nourri par quelque chose d'agréable, avec une personne agréable, dans une relation agréable, bon, etc., etc. Qu'on s'occupe du fait qu'on n'aura pas froid, qu'on n'aura pas trop chaud, euh, euh, le contact de la peau avec une autre peau qui nous serre dans ses bras. Tu sais. Tout ça, ça fait partie du confort, de la sécurité, d'être rassuré. Et le cerveau tôt associe ça à, et pour obtenir tout ça, là, il faut que je sois exceptionnel, différent, unique, que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Et là, on commence à essayer de fabriquer des jeux, des pelures identitaires qui vont nous rendre exceptionnels, qui vont Ouais. nous distinguer des autres. C'est pour ça que le vêtement qui nous rend unique, la voiture qui nous rend unique, donc les objets qu'on possède, les opinions qui nous distinguent des autres parce qu'on a l'impression d'avoir la meilleure opinion, ça, c'est une autre catégorie de pelures identitaires. Ce que l'on fait, on essaie de se rendre spécial ou de se distinguer à travers des choses que l'on fait. On va créer une œuvre d'art et ça, c'est merveilleux parce que ça nous permet vraiment de comprendre le processus entre l'attention qui est dans l'ego, dans le monde de l'ego, puis l'attention qui est dans le monde de la présence. Si pendant que je crée une œuvre d'art, mon attention est dans le monde de l'ego, constamment mon attention va être en train de se demander si on va aimer ça, Mm. si on va apprécier l'harmonie des couleurs dans le tableau, les formes que prend la sculpture. Est-ce qu'on va aimer ça? Si je mettais ça, peut-être que ça, c'est l'ego. Ça, c'est les jeux qui s'agitent. Alors que dans la présence, il n'y a aucune question. Il y a que ce qu'on ressent devant les couleurs qui se marient les unes aux autres, ce qu'on ressent devant la forme qui apparaît au niveau de la sculpture, les notes de musique qui s'enchaînent dans la composition d'une mélodie. Il n'y a que ça. Après, ça devient une œuvre qui est Mm. étrangère et qui sera jugée, bien sûr. Et là, on peut retourner dans le monde de l'ego en étant aux aguets par rapport à chaque jugement qui pourrait être prononcé, à chaque critique, à chaque Mm. blâme, et le prendre comme si c'était notre être qui était jugé. Ouais. C'est hyper inspirant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a deux choses qui me viennent quand je t'écoute. La première, c'est comme si, en fait, vu qu'on n'était pas capable à un moment donné de... Enfin, il y a peut-être de la peur derrière, mais c'est comme si on se construit un espèce de personne au travers finalement de cet ego, qu'on pense que cette personne va être aimée, avoir de la reconnaissance, etc. Peut-être parce qu'on a l'impression que nous, tout seuls,
on n'aurait pas l'amour. Donc, on vient de se créer cette espèce de structure qui n'existe pas vraiment, en fait, finalement, pour aller chercher ça. Et l'autre côté qui est un peu lié, c'est est-ce que finalement, on n'a tellement pas été habitué à être dans la conscience, d'en ressentir, que finalement, on va créer ça parce qu'en fait, on a peur de ressentir quand on est nous-mêmes, quand on n'est pas derrière cet ego qui nous protège finalement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? On a vraiment peur d'entrer dans le vide. C'est très, très étrange. Et probablement que ce vide, cette peur du vide est associée à la peur de l'abandon, Hmm. la peur du rejet, la peur de se trouver pendant des milliers d'années, je dirais, à l'extérieur du clan, d'en être exclu. Et ça veut dire ou avoir beaucoup de difficultés. Quand on est enfant, quand on est adolescent, donc entrer dans une forme de vide. Alors que cette quête que tu appelles la quête d'amour se traduit par des efforts monumentaux à trouver des moyens de se rendre intéressant ou intéressante Hmm. pour générer l'amour à son égard. Et c'est là qu'on passe par, malheureusement, le mauvais endroit. C'est-à-dire qu'on essaie de se rendre intéressant et intéressante à travers des images que nous construisons et que nous offrons, que nous publicisons, j'irais même jusqu'à dire ça, dont on fait le marketing. C'est Ouais, mais des images. c'est vrai parce que le marketing, ça va aujourd'hui, regarde, jusqu'aux réseaux sociaux, l'image qu'on va se donner, qu'on va donner. Donc, tu as complètement raison quand tu parles de marketing et de publicisation, complètement. De ces images-là pour attirer, vraiment là, générer de l'intérêt. C'est générer de l'intérêt qui va nous apporter de l'attention et de l'amour, qu'on s'occupe de nous. Et c'est là qu'il piège parce que un ami à moi, c'est un grand psychologue, il s'appelait Jules Bureau, et qui disait reviens à la présence, reviens à ta capacité de t'intéresser à l'autre, et en t'intéressant vraiment à l'autre, là, le lien va se construire. Parce que si tu fais des efforts énormes pour fabriquer une image en essayant de la rendre intéressante, étant toujours dans un mode de surveillance, d'indices qui vont te permettre de déterminer si oui ou non elle est intéressante, tu n'es plus avec l'autre. Mm. Oups. Ah, Ah, je pensais qu'on s'était ouais, il y perdu. a eu comme un petit gel. C'est important parce que, tu vois, je me suis même amusé à essayer d'écrire ça pour faire comprendre ça, parce que c'est tellement important de comprendre ça. Tu disais quelque chose au début qui était très, très, très juste. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as utilisé cette phrase-là. Il y a quelque chose qui est simple dans ça, mais qui est très difficile à mettre en application. Mm. Parce que c'est simple d'observer son cerveau, mais c'est difficile à mettre en application. Il suffit qu'on s'arrête une fraction de seconde, puis qu'on se mette à observer le discours qu'on se tient dans notre tête, à observer les tensions qui apparaissent dans notre corps en une fraction de seconde à la suite d'un jugement qu'on a entendu sur soi ou la suite d'un jugement qu'on a porté sur l'autre, d'observer que ce seul jugement traversant la conscience a déclenché une réaction dans le corps instantanée. On peut observer ça, là, puis faire wow, c'est comme ça que je fonctionne. Et il est possible d'apaiser ça. Si, bon, parfois le jugement il peut me permettre de faire un apprentissage. Là. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Quel est le besoin à l'intérieur de moi qui n'est pas comblé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Et peut-être trouver le moyen de passer à l'action, mais en même temps, je peux aussi ramener l'attention. J'allais dire dans le présent, mais c'est de ramener l'attention dans le présent que d'observer ce qui se passe dans Ouais. notre tête.
Mais moi, j'ai un exemple là-dessus, tu vois, dernièrement, puisque justement, j'observe, moi, je trouve ça très intéressant quand j'ai des jugements, parce qu'en fait, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi, Oui. et notamment sur mes besoins ou mes choses, peut-être que je me dis pas. Et tu vois, la dernière fois, je croisais quelqu'un, et en fait, je me suis rendu compte que je jugeais cette personne parce qu'elle avait l'air sûre d'elle, très professionnelle, enfin, plein d'histoires que je me racontais. Et là, je me suis dit, mais je la juge. Mais pourquoi je la juge? Et là, je me suis rendu compte que je jugeais parce que finalement, il y avait quelque chose chez elle que j'admirais et que j'estimais que j'avais pas en moi. Mm. Quelle belle observation. Quelle belle observation. Et c'est ça, se connaître soi-même. C'est vraiment ça, c'est d'observer ce jugement qu'il y a eu. Mm, Une fraction de seconde. C'est un instant dans ta tête. Tout ce que ça a déclenché peut-être mm, d'inconfort. Et observer cet inconfort. Et tout à coup, en tirer un immense apprentissage qui va permettre d'apaiser l'inconfort et de mm. reconnecter avec tes ressources, avec tes capacités les plus profondes, avec ce que tu es dans ton essence pour le développer, ton Mm. potentiel. Mais tu vois, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que si on n'a pas conscience, on se ferme des portes. Parce que finalement, quand on juge, c'est souvent donc des choses qu'on a besoin. Et donc, finalement, on est dans le négatif vis-à-vis d'une personne. Alors potentiellement, elle a quelque chose à nous apporter par Oui, rapport à un besoin. Donc, un apprentissage. Donc, finalement, si on y va et qu'on met donc son ego de côté par rapport à ce jugement, bah, en fait, finalement, il y a un cadeau derrière. Il y a un apprentissage. Il y a la possibilité peut-être justement d'être capable de combler un besoin par un apprentissage de cette personne. oui. Puis on attribue à l'autre, effectivement, là, si j'ai bien compris, tu me corriges hein, si je me trompe, mais on attribue à l'autre dans un jugement, soit de façon positive, une valeur, des Mhm. qualités qu'on ne croit pas avoir. Complètement. On a l'impression que si on les avait, ça nous apporterait l'attention ou l'intérêt ou l'amour qu'on cherche. Et c'est comme si on se disait, comme elle est chanceuse, cette personne, parce qu'elle a, grâce à cette apparence, grâce à cette aisance, cette attention, cet intérêt que moi, je dois mettre des efforts pour obtenir, etc., etc., Mhm. et que je n'obtiens pas toujours. Au lieu de revenir à notre capacité d'être dans le présent et de l'apprécier, hey, je suis ici, sur la rue, je viens de voir passer cette personne, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue avant. En une fraction de seconde, mon attention a été accaparée par elle. Et là, il y a un jugement qui a été généré. Et là, il y a un inconfort qui est apparu. Même une tension, de la jalousie, de l'envie, peu importe. Mhm. Et pendant ce temps-là, mon attention n'est pas disponible pour profiter au maximum du moment présent, peut-être même d'en admirer l'élégance, simplement l'apprécier, la beauté, je sais pas, ou je sais pas, le chant des oiseaux qui est là en même Ouais. temps sur la rue, tu sais. Et puis, c'est là qu'on entre dans l'amour de soi, hein, parce que quand on reconnecte avec cette capacité qu'on a de contempler, cette capacité qu'on a de ressentir, comme tu disais tout à l'heure, de s'émerveiller, parce qu'on peut s'émerveiller devant l'aisance, la grâce, l'élégance, presque une danse qu'on observe devant soi. On peut s'émerveiller puis découvrir que nous avons en nous cette capacité à nous émerveiller et l'apprécier. Et là, on entre dans l'amour, là, littéralement, de ce que nous sommes, c'est-à-dire cette connexion, cette capacité à connecter avec notre environnement à travers notre capacité de nous émerveiller et même d'apprendre, comme on disait il y a quelques instants. Mais si on reste, si on reste accroché, si l'attention reste accrochée à la peur, Ouais. de ne jamais avoir l'attention, de ne jamais susciter l'intérêt, de ne jamais générer de l'amour à notre égard, ben là, ça va s'amplifier le discours intérieur. Ça va devenir encore plus lourd. Pauvre moi. Parce que là, on va aller dans le jugement vis-à-vis soi-même. Mhm. Après le jugement sur l'autre, on Ouais. peut entrer dans le jugement sur soi-même. J'y arriverai pas, j'ai pas ça, moi. Je n'aurai jamais ça, c'est impossible. Je suis pas né avec une chevelure pareille. Je suis pas né avec ce corps-là. Je suis pas né avec ce visage-là. Ah, bang, bang, bang. Tu sais, les Ouais. jugements qui. Et là, bien sûr, on entre
les réactions neuro-hormonales provoquées par le jugement, c'est-à-dire l'inconfort qu'on appelle éventuellement de la déprime, de l'état dépressif. Puis ça, c'est beaucoup le hamster finalement que toi que tu nommes, hein, ce fameux hamster qui du coup prend la roue là, puis il va rouler, 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 rouler. Hein. Il va rouler, rouler, rouler. C'est la rumination et qui n'est plus observé pour même en tirer une certaine leçon. Il y a des jugements là. Il y a des jugements. Il y a des jugements. Où suis-je? Où est mon attention? Ah, il y a une peur de ne pas être, de ne pas avoir de valeur. Là. Il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Et ramener l'attention sur ce qui, je reprends la phrase de Marie de Hennezel, grande psychologue française que je cite partout depuis des années, ramener l'attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est tellement extraordinaire. Ça, c'est notre vraie nature, notre véritable nature, là, notre essence. Là. Ramener notre attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. Et là, on revient à la capacité de s'émerveiller. Là. Ça vieillit jamais, ça, la capacité de s'émerveiller. Parce que Marie de Hennezel a travaillé dans les unités de soins de fin de vie, puis elle a vu des gens s'émerveiller dans les dernières heures de leur vie devant une personne qui venait leur dire au revoir ou adieu, peu importe ce que sont nos croyances. Alors, boum, on revient à ça. Là. Mais c'est un jeu là, d'une fraction de seconde. Moi, je l'appelle la seconde révolutionnaire, tu sais. Ben, c'est la seconde de prise de conscience, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la seconde où entre en scène l'intelligence, la conscience. C'est hyper inspirant parce que, tu sais, finalement, tout ce qu'on se dit là, c'est que à partir du moment, puis je vais aussi t'amener sur une autre notion, mais à partir du moment, justement, finalement, où on se détache, on revient dans des choses finalement simples. C'est là finalement qu'on se connecte à notre essence, libre de tout attachement, libre de toute pensée, de tout, où finalement, ben, en fait, là, comme tout est possible, parce que finalement, on revient à notre essence même qui, effectivement, ne vieillit pas. Parce qu'après, quelles que soient nos croyances, etc., moi, je crois beaucoup en tout ce qui est énergie, mais finalement, quand on revient à la source de l'essence même, quelque chose qui peut être vibration, énergie, bah, tu sais, finalement, là, il y a rien. C'est un état pur. Ouais. Et on est même en mesure d'observer toute forme d'attachement. C'est ça qui est fabuleux. Observer les attachements. Observer l'attachement. Moi, je compare souvent ça à des hameçons. C'est comme s'il y avait des hameçons psychiques qui étaient accrochés à une idée, par exemple. Observer l'attachement à cette idée au point de vouloir battre quelqu'un. Tu sais, il y a des êtres humains qui se comportent comme ça. Et on le voit aussi au niveau, c'est terrible, dans la société actuelle, la majeure partie des grands problèmes actuels sont associés à cet ego et à ces attachements liés à l'ego, là, à ce qui construit l'ego, ce qui constitue l'ego. C'est être attaché à ce qui constitue l'ego. Et par exemple, au niveau de l'environnement, pour vraiment bien situer ça, et même l'environnement en relation avec la pandémie, parce qu'il y a un lien très fort entre les deux, en tout cas à ce stade-ci. On va en parler quelques secondes. Je considère que c'est tellement un bel exemple. L'hypothèse qui actuellement est la plus plausible pour expliquer l'apparition de la pandémie, c'est la diminution de l'habitat de la chauve-souris, là. La diminution de son espace, de son territoire, à cause du fait qu'on l'a envahi, qu'on a construit des buildings, des tours, machin, etc. On a réduit l'espace où elle pouvait vivre, littéralement, se nourrir. Et à cause de ça, puisqu'elle pouvait moins bien se nourrir, son système immunitaire s'est mis à moins bien se défendre contre les virus. Elle a donc été incapable de gérer le virus à l'intérieur d'elle à travers son système de défense naturel, son système immunitaire, et parce qu'elle était incapable de le gérer, ben, elle a pu contaminer un être humain quelque part avec ce virus. Mais le départ, c'est son territoire qui a diminué à cause de l'avidité humaine, de la méconnaissance de soi
du fait qu'on n'a pas constaté qu'on était des êtres de connexion, de relation Ouais. avec les autres, etc., que tout était relié, interrelié. Et, et l'ego est toujours dans l'avidité. L'ego veut toujours plus. Parce qu'il a l'impression, l'émotion au cœur de l'activité de l'ego, c'est la peur de disparaître, hein, la peur de s'en aller. Et vraiment, encore une fois, si je n'ai pas d'attention, si on ne me nourrit pas, je disparais, je meurs, bon, etc. Alors, et comme c'est associé à une image de soi, mais c'est la même chose. Si je n'ai pas d'attention, si cette image n'a pas d'attention, elle va disparaître. Et parce qu'on s'est identifié à l'image, on a l'impression qu'elle va disparaître. Alors donc, c'est toujours la même chose. Et un mécanisme pour essayer de sortir de ça, c'est de fabriquer plus de je, au pluriel, plus de pelures identitaires. Parce que bon, si j'en perds une, c'est pas grave, il m'en reste au moins 530 000. Tu sais. C'est la même chose avec l'argent. On peut comparer, plus mon compte de banque est élevé, plus j'ai l'impression d'être en sécurité, parce que si j'en perds un peu, c'est pas grave, ils vont m'en rester. Alors, il y a cette réaction-là qui apparaît en rapport avec la fabrication de pelures identitaires. On veut toujours plus. On en veut toujours plus. Et donc, tu sais, j'ai entendu un jour dans un colloque un promoteur immobilier qui disait qu'il allait construire une nouvelle tour à Montréal. Et là, quelqu'un lui a demandé tout simplement, pourquoi une nouvelle tour? Vous avez tellement de tours déjà. Et il a répondu ceci: on n'arrête pas le progrès. C'était sa réponse. On n'arrête pas le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. La seule justification pour la fabrication d'une tour, c'était le progrès. Mais là, il ne voyait pas l'activité égoïque derrière. Parce qu'il y a le jeu promoteur, qui est le plus grand promoteur, celui qui a réussi à construire le plus de tours, qui est le plus exceptionnel, unique au sommet de la pyramide. Et quand tu dis ça, j'aimerais t'amener sur quelque chose, justement, Serge. On parle beaucoup, justement, dans le jeu égoïque, finalement, aujourd'hui, et j'ai tellement aimé cette notion que tu as amenée. Ça m'a énormément parlé. Finalement, dans le jeu égoïque, aujourd'hui, cette tendance, on est beaucoup dans le développement personnel, se développer, etc. Et en fait, jusqu'à quel point le développement personnel répond finalement au jeu égoïque versus la notion que tu amènes et qui est, j'imagine, aussi une des solutions importantes face à ça, qui est la décroissance personnelle. Oui. Se libérer en fait, observer l'usine à jeu. C'est-à-dire observer le cerveau qui fabrique constamment des pelures identitaires, qui veut toujours en ajouter davantage pour se sentir toujours plus unique, pour avoir plus d'intérêt, d'attention, d'amour, etc. Observer cette mécanique-là, donc qui veut aller dans le développement des jeux. De plus en plus d'ego, si tu veux, au pluriel, de jeux au pluriel, versus et observer l'attachement, encore une fois, et observer la peur, etc. Versus ramener l'attention dans ce qui ne vieillit jamais. Et là, il peut y avoir aussi du développement, mais c'est plutôt le développement du potentiel, des ressources, des capacités. Mais finalement, c'est un peu comme si tu devais quand même, finalement, décroître ou désapprendre pour finalement mieux croître et apprendre. À un moment Voilà. donné, il faut comme passer par cette phase d'enlever toutes ces pelures. Voilà. Donc, finalement, décroître, désapprendre plein d'affaires qu'on nous a appris comme des réalités où nous-mêmes, on s'est convaincus pour ensuite être dans cette conscience et ensuite se développer. Mais finalement, c'est un développement en conscience qu'on va chercher au final. C'est tellement juste, c'est tellement. Je ne peux rien ajouter à ça. C'est exactement ça. C'est le développement en conscience de ses ressources. Développement en conscience, c'est de libérer la créativité, au fond. C'est de libérer la capacité d'aimer. La libérer, parce que si la capacité d'aimer et si l'attention, pardon, est accaparée par le besoin de marketer, de présenter des images qui pourraient être intéressantes, on n'est plus dans la capacité d'aimer. Elle est malheureusement complètement tassée, poussée, parce que l'attention, elle, est voici l'image qui va me rendre intéressante, elle est accaparée par ça.
Je peux me permettre de le dire parce que dans le dernier bouquin, je me suis tellement amusé. Dans le dernier bouquin, il y a un couple, deux personnes qui essaient de se rencontrer. Elles cherchent l'amour. Mais elles cherchent l'amour en disant, je vais essayer de rencontrer quelqu'un qui essaie de se connaître. Comme ça, si je rencontre quelqu'un qui essaie de se connaître, je vais peut-être rencontrer l'amour. Mais les deux tombent dans le piège d'essayer d'offrir une image la plus parfaite d'eux-mêmes pour se faire aimer. Mais il y a une des deux personnes, une femme, qui entre dans la conscience et permet dans le dialogue au gars, puis se permet à elle-même de découvrir qu'ils sont en train de se mentir, font des efforts monumentaux pour attirer l'attention de l'autre à travers des images qu'ils construisent, au lieu de se dépouiller de ça, de se libérer de ça, pour entrer dans ce que Krishnamurti appelait la première et la dernière liberté, là, cet espace de conscience pure dont tu parlais tout à l'heure, là, où la capacité d'aimer peut vraiment s'exprimer. Parce qu'elle n'est plus en train d'essayer de prouver quoi que ce soit. Elle n'est plus en train d'essayer de se vendre. Elle est simplement dans l'intérêt, dans la connexion à l'autre pour le pur bonheur d'être relié. Et c'est ça, cette capacité de transmettre aussi qui se développe, cette capacité d'apprendre qui se développe. Ça peut se développer. Là, on est dans le développement, oui, ou peut-être même dans la libération de ces capacités-là. C'est un autre mot qu'on peut utiliser, parce qu'elles ne sont plus étouffées, elles ne sont plus, il n'y a plus de couvercle qui est mis par-dessus à travers le besoin de plaire, à travers des images qu'on fabrique. Et finalement, ce que je vois l'heure qui file et on arrive un petit peu au fin de notre conversation. Tu sais, il y a plusieurs justement exercices ou choses que tu partages au travers de tes différentes conférences ou même livres. Justement, quand on parle de cette décroissance personnelle, de cette conscience, c'est quoi les choses? Alors, on a parlé de méditation, par exemple. C'est quoi les autres choses justement que tu peux partager aux personnes qui nous écoutent justement pour être capable de revenir en conscience, de faire l'expérience de cette décroissance personnelle d'une certaine manière? C'est super important. Tu as parlé de méditation, puis c'est un mot au sujet duquel il faut qu'on réfléchisse ensemble quelques instants. En ce qui me concerne, la méditation, c'est vraiment un entraînement de l'esprit. Oui. C'est vraiment un outil extraordinaire pour développer cette vigilance dont on parle, qui permet d'observer la danse de l'attention. Est-ce que l'attention est accaparée par cette vieille peur de ne pas Ouais, exister? je sais que tu vois, personnellement, juste pour donner des exemples aux auditeurs, quand on parlait de la seconde de conscience, moi, je sais que clairement, la méditation, c'est ça qui m'a apporté la capacité d'avoir cette seconde de conscience. Parce que à force, et tu en parles très bien dans ton livre, même si au début, ben oui, la méditation, c'était dur, mais c'est comme un exercice finalement pour ceux qui vont aller à la salle de sport là, pour avoir des gros muscles. Ben là, c'est juste s'asseoir en conscience pour essayer de grossir son muscle de la conscience. Et c'est de plus en plus facile. Et au bout d'un moment, effectivement, on arrive dans des moments d'avoir, moi, ce que j'appelle aussi ce bouton pause. C'est comme si à un moment donné, il se passait quelque chose. Puis on a une capacité de pause qu'on n'avait pas avant qui nous permet de dire waouh, ok, je ressens ça, j'allais faire ça, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de réagir ou pas, en fait, d'une certaine manière? Absolument. C'est un bouton pause. Moi, j'appelle ça un réflexe. Mhm. Il y a un réflexe qui s'installe Ouais, tout d'un coup parce qu'on a médité. Et ce réflexe, c'est justement c'est la vigilance qui apparaît. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais du jugement que tu as eu, là, et qui t'a permis de découvrir quelque chose dont tu avais besoin, là, qui t'a permis de mieux te connaître, ben, c'est ce réflexe qui est apparu, qui t'a permis d'observer ce jugement à l'intérieur de toi, plutôt que de laisser ce jugement s'accaparer de ton attention pendant des heures, mhm. pendant des jours. Et là, il y a eu ce réflexe parce que tu as médité. Et c'est ce à quoi la méditation mène. Et d'ailleurs, il y a un moine, j'ai eu la chance d'aller à un moment donné au Népal, puis j'ai eu la chance bon, enfin, je ne raconterai pas tout le voyage, là, mais d'assister à une rencontre où il y avait un professeur dans un monastère qui était un moine. Un professeur, il enseignait à des jeunes, là, des orphelins, des orphelines qui trouvaient sur la rue, puis il leur donnait une instruction d'éducation, il leur permettait de vivre jusqu'à 18 ans au monastère.
Et là, il pouvait décider s'il restait ou s'il s'en allait. Mais en fait, peu importe. Ce moine parlait d'un concept dont j'avais jamais entendu parler avant. Il parlait de la méditation dans l'action. Et j'ai trouvé ces mots tellement beaux, mais c'est ce que tu nous as décrit tout à l'heure, Florent. C'est quand tu disais que tu étais sur la rue, que tu as observé le jugement, là, au moment où tu étais sur la rue en voyant passer quelqu'un. C'est ça la méditation dans l'action. Oui, c'est merveilleux d'être dans un endroit tranquille, calme, dans des conditions qui permettent d'observer son esprit. Est-ce qu'il y a des jugements dans mon esprit présentement? Est-ce qu'il y a des pensées? Simplement les observer, des jeux qui apparaissent, qui se sentent apeurés, jugés, bon, etc. On a dit ça de moi aujourd'hui. Ah, ce matin, j'aurais jamais dû dire ça ce matin. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Pendant la méditation, toutes ces pensées peuvent surgir. Et l'objectif, c'est de les observer. Les observer, les laisser tranquillement passer, en tirer un apprentissage. Mais c'est aussi développer la vigilance. Ce réflexe qui va apparaître au moment où on marche sur la rue, où on est dans le métro, où les portes ouvrent, quelqu'un entre, puis il y a un jugement qui apparaît sans qu'on ait jamais vu cette personne-là auparavant. Et là, on est tout à coup capable d'observer le jugement sur la personne et d'observer, mais d'où il vient? Qu'est-ce que c'est que ce jugement? À quoi est-il accroché? Quelle est la peur qu'il y a derrière? Ah, elle est plus unique que moi. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Ou encore, dans le négatif, je veux me sentir supérieur. Oh, as-tu vu son style, son allure? Et ça, c'est de se rehausser à ses propres yeux, c'est de se revaloriser à ses propres yeux. Et tout ça, c'est fraction de seconde, fraction de seconde. Et là, on devient capable d'avoir le bouton pause. Pause. Observe, observe. Et ramener l'attention sur quelque chose de concret, le souffle, le visage de l'autre, mais sans jugement, juste le visage de l'autre, la sensation de ses pieds contre le sol, le son, les sons qui nous entourent, peu importe. Et là, tout à coup, là, l'intelligence apparaît et la connaissance de soi apparaît sur ce qui en nous ne dit jamais, bien sûr. Fait qu'en synthèse là-dessus, du coup, s'il y a vraiment une chose qu'on veut que les personnes qui nous écoutent peut-être retiennent là-dessus, c'est peut-être du coup, s'ils sont dans un moment justement où l'émotion est trop forte, où il y a un jugement ou quelque chose, ben, c'est peut-être, même s'il n'y a pas encore cet automatisme, parce que c'est correct, encore une fois, ça se construit, c'est à la portée de tous, c'est peut-être de revenir dans ces sensations, de revenir à la respiration. La respiration, et t'en parles si bien, est si simple, et pourtant, on se l'autorise si peu. Tellement. Tellement. Revenir à la respiration, parce que de toute façon, on n'y échappe pas. Si on ne respire plus, on n'est plus là. Alors, donc, elle est toujours là, la respiration. Et le faire, ce que tu viens de dire est important aussi. Le faire dans la bienveillance, tu sais. Parce qu'à un moment donné, l'émotion devient tellement forte elle peut prendre toute la place. Et on peut même physiquement s'emporter, là, tu sais, puis parfois élever le ton de la voix, puis exprimer des choses qu'on regrette par la suite à quelqu'un qu'on aime, bon, etc. Et après, ben, faut être dans la bienveillance. Ça m'a échappé. Parce qu'on peut entrer encore dans le jugement vis-à-vis de soi, puis là, se culpabiliser, puis entrer dans la bienveillance. Il s'est passé ça. Là, on entrait vraiment dans la connaissance de soi. Il y a eu une peur, il y a eu un jugement qui s'est exprimé. Être capable de nommer ça, d'observer ça. Et si on devient en mesure puis encore là, j'insiste sur le mot, là, mais de le faire dans la plus grande des bienveillances à son propre égard, mais la compassion à son propre égard. Puis de faire, OK, j'ai fait ça, là, j'ai fait ça. Bon, cette personne-là est précieuse pour moi, est importante pour moi. Je vais réouvrir un dialogue avec elle. Je vais lui parler de la peur que j'ai ressentie. Je vais lui parler de ce jeu qui s'est agité dans ma tête, qui avait besoin d'être supérieur, de gagner à tout prix, qui a eu l'impression d'être menacé parce que son espace ne se sentait pas respecté, machin. Il y a toutes sortes de choses là, qui peuvent être découvertes. Là. Découvertes. Et Puis nommer. au final, c'est être dans l'amour et être d'une certaine manière dans sa vulnérabilité aussi, en fait, parce que
veut pas, on est tous humains, en fait. Fait que... Et puis ça, il ne faut pas démoniser ça non plus, c'est très important de le dire. L'usine à jeux, là, le cerveau, il fabrique des jeux. Il va en fabriquer toute notre vie. Je te le disais tout à l'heure, on va fabriquer une identité de personne vieillissante. On va fabriquer une identité d'une personne qui a une maladie. On va fabriquer une identité d'une personne qui perd un être cher. On va fabriquer des identités, pauvre moi, c'est terrible. Enfin, peu importe, là, le cerveau, il en fabrique toute la vie. Alors, et ça, on n'arrêtera pas ça demain matin. Là. On peut simplement observer ça. Observer. Et je n'ai pas inventé ça en passant. Ça fait des 2500 ans, Bouddha parlait de ça, Socrate parlait de ça, puis il y a plein de gens depuis qui parlent de ça. On ne fait que retrouver ça, appliquer ça à nos vies et, j'ai envie de dire, espérer que ça va se répandre le plus Ouais, possible. ouais. Cette Puis inviter connaissance. les personnes aussi parce que je pense à inviter les personnes à en faire l'expérience. C'est parce qu'en fait, même si vous nous écoutez, c'est pas juste après à la fin du podcast, ah super, j'ai acquis de nouvelles connaissances. Non, parce que la connaissance n'est rien sans l'expérience. Fait que je vous invite vraiment à vous donner la chance, en fait, juste de vous asseoir, d'essayer la méditation, d'essayer la méditation dans l'action. Puis peut-être que vous n'y arriverez pas une fois, deux fois, peut-être la troisième fois vous y arriverez, mais la quatrième fois vous n'y arriverez pas. Puis, enfin, bref, tout est impermanent. Je pense qu'il y a la notion d'impermanence qui est important aussi de ramener ici sur le fait que c'est correct là. Enfin, tu sais. Tellement, c'est un mot tellement important parce que l'impermanence, ça nous permet de nous libérer de l'attachement. Parce que l'attachement est un effort pour contrer l'impermanence, c'est un effort pour pérenniser les Mm. choses. Hein. On s'attache, puis on ne veut pas que ça disparaisse, puis on veut pas, une opinion, on veut que cette opinion-là soit éternelle, tu sais, puis bon, Ouais, alors que tout est impermanent. ouais. Et c'est là où ça nous ramène dans le pouvoir qu'on dit de la conscience et du présent. Parce que tout est impermanent, alors autant s'offrir d'être à 100% dans la conscience, dans le moment présent. Parce qu'on y vivra finalement, tu sais, c'est même là, moi j'essaie vraiment de le faire quand je t'écoute et d'avoir la chance de t'avoir dans le podcast, d'être 100% connecté à toi, de profiter de ce moment. Parce que je vivrai jamais ce moment-là, Oui. finalement. Et ça nous permet d'entrer dans. Il y a une espèce de paradoxe assez extraordinaire, mais ce n'est pas un paradoxe, c'est simplement de découvrir notre véritable nature. Parce que en dessous de toutes les couches identitaires, de tous les jeux, de toutes les pelures, là, il y a Mm. cette essence-là extraordinaire, qui, elle, n'est pas attachée à un ego et qui, à travers sa plus belle expression, c'est-à-dire la présence, la capacité d'être là, tout simplement dans le présent, ce que tu viens de dire, nous libère du besoin de permanence. Mm. Parce que quand on est dans le présent totalement, il n'y a plus besoin de permanence. Parce que tout est là. Tout est Mm. là. On savoure tellement chaque seconde, chaque fraction de seconde. Il n'y a plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors là, l'impermanence devient quelque chose qui n'est plus lourd Mm. à vivre parce qu'il n'y a plus de peur. Il y a, hey, en étant dans la présence, là, tout est là. Et les peurs se dissolvent, Ouais. disparaissent. S'autoriser à être là, c'est faire fi finalement du passé, du futur, juste s'autoriser à être. C'est ça. Et c'est pas ésotérique, c'est pas lunette rose, c'est pas Kalinours, c'est pas. Non, c'est une réalité. Ouais. Et c'est ce que ces personnes ont essayé depuis des années de nous enseigner, qu'on redécouvre à notre humble manière et qui en même temps nous libère effectivement d'un passé qu'on voudrait changer en pensant que si on le changeait, on vivrait mieux, on serait plus aimé, on serait plus intéressante, on serait plus plein de choses qu'on a l'impression qu'on serait à travers nos pelures identitaires. Donc, si on pouvait changer le passé, on a l'impression illusoire qu'on pourrait être ça. Ou on s'en va dans le futur en espérant qu'un jour, finalement, il y aura quelqu'un quelque Ouais. part qui découvrira l'extraordinaire unicité que nous avons, Ouais. au lieu d'être dans le présent puis d'être
d'apprécier l'impermanence, de savourer l'impermanence. Cette extraordinaire connexion. Je reviens toujours sur ce mot-là. Écoute, c'est tellement fabuleux, là. Tu sais, quand hier encore, j'étais dans le jardin, puis j'ai retrouvé cette espèce de petite graine que les érables laissent tomber, qu'on appelait quand j'étais enfant des ailes d'avion, des hélicoptères ou des Ouais. hélices. On appelait ça comme ça. Et quand j'étais enfant, je me souviens que j'avais pris une de ces graines entre mes doigts, puis je m'étais dit, il y a un arbre dans ça. Il y a un arbre dans ça. Et juste en prendre conscience, là, et tout ce que ça va prendre pour nourrir ça, le soleil, la lumière, la terre nourricière, etc., qui un jour va donner un arbre qui va produire. Bon. Juste de s'arrêter, là. Et je ne suis pas dans la poésie, là. Je suis juste dans l'observation d'une réalité, là. D'une réalité, là. C'est une réalité. Et qu'est-ce que ça a pris à travers l'histoire pour que ça arrive? Tu sais, il y a une source d'émerveillement extraordinaire. Mm. Et puis la graine Vraiment. d'érable, elle n'essaie pas d'être plus intéressante pour l'autre. Tu sais. Non, c'est sûr. Elle fait que être. Oui, allez. Puis Ouais. c'est ça qu'on découvre quand on est dans ça. Ben, les Mm. relations apparaissent authentiques, vraies. Oui, il y a une prise de conscience de la fragilité de plein de choses. Tu sais, la graine d'érable, elle est fragile, mais il y a un respect de ça aussi. Enfin. Mm. Merci Serge beaucoup, parce que je ne veux pas te garder plus, je vois l'heure qui tourne, fait que merci beaucoup encore une fois pour ta présence, pour cette belle conversation. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que pour les personnes qui vont nous écouter, bah, voilà, que vous aurez autant de plaisir d'écouter cette conversation. Je mettrai dans les notes de l'épisode les informations des différents livres de Serge, de conférences, de choses que moi j'avais pu voir aussi comme ça. Si vous n'avez pas encore la chance de connaître Serge Marquis, ben, comme ça vous pourrez le découvrir au travers de ses livres et de ses conférences. Euh, et j'ai envie de partager peut-être une question pour les auditeurs, une question que j'ai repris dans un de tes livres, Serge, je pense, que c'est une question peut-être dans un de tes voyages qui t'avait été offert par un moine, ou peut-être je confonds, je ne sais plus. La question, c'est justement, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et j'aimerais offrir cette question pour terminer la conversation parce que je trouve ça intéressant de, voilà, si vous nous écoutez et vous posez cette question, si tu n'as pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être même qui tu serais sans cette peur aussi. Oui, c'est une amie à moi qui m'a partagé cette question-là, qui a vécu pendant des années dans un monastère bouddhiste et qui m'avait proposé cette question un jour. Euh, Daniel s'appelle. Et puis, ben, Florian, moi aussi, je veux te remercier. Je t'ai peut-être appelé Florent quelques reprises. Voilà. Il y a un i qui manquait quelque part. Non, C'est vraiment pas correct. dans le dentiste. Mais Florian, je pense que c'est Florian maintenant, Ouais, c'est ça. ça me revient à l'esprit. Alors écoute, je te remercie de tout cœur pour ce lien de cœur à cœur, justement. Alors, puis bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à toi.